La guerre entre la France et l'Allemagne est déclarée le 3 août 1914. La stratégie allemande est d'opérer une offensive rapide sur le front ouest pour concentrer ses forces sur le front est. C'est le plan Schlieffen. Les Allemands envahissent la France de façon inattendue par la Belgique, malgré sa neutralité, et par le nord-est de la France. À partir du 20 août, les troupes françaises à la frontière commencent à reculer face aux offensives allemandes. Le 2 septembre, le gouvernement quitte Paris pour Bordeaux et charge le général Gallieni de défendre la capitale. Le 3 septembre, le général Joffre, alors commandant en chef de l'armée française, déplace son QG. Il fait de ce recul des troupes un repli stratégique. Après 10 jours de retraite, et alors que les forces allemandes sont à 50 km de Paris, il décide de lancer une offensive pour arrêter la progression allemande. Alors que s'engage la bataille dont dépend le salut du pays, le moment n'est plus de regarder en arrière. Une troupe qui ne peut plus avancer devra coûte que coûte garder le terrain conquis et se faire tuer sur place, plutôt que de reculer. Signé Joffre. Le 6 septembre 1914, la bataille de la Marne commence. Pour renforcer son armée, Joffre rapatrie des troupes dont une partie rejoindra le front grâce aux taxis parisiens réquisitionnés par Gallieni. Pour l'anecdote, ces taxis feront tourner leur compteur pour que la course aller-retour leur soit payée. Le 9 septembre, les Allemands commencent à se replier. Le 13, le général Joffre proclame la victoire de la France. La bataille de la Marne aura duré 6 jours. 6 longs jours de violence, d'affrontements, qui laissent un triste record à cette bataille, celui d'être l'une des plus meurtrières de la Première Guerre mondiale. L'affrontement a engagé plus d'1 million de soldats français face à plus de 900 000 soldats allemands. Au final, plus de 300 000 soldats seront morts, disparus ou faits prisonniers. La bataille de la Marne est finie, mais la guerre de position et des tranchées commence. En 1916, une nouvelle étape s'engage. Les Allemands, désireux de venir à bout de cette guerre sans fin qui ne leur est pas favorable, décident de mener une offensive massive sur Verdun pour le début de l'année 1916. Au même moment, les Alliés unissent leurs forces et prévoient d'attaquer ensemble sur la Somme à l'été. C'est donc, contre toute attente, que le 21 février à 7h15 près de la ville de Verdun, un déluge d'artillerie allemand s'abat sur les tranchées françaises sans discontinuer. C'est l'opération Gericht. En fin d'après-midi, les Allemands lancent l'assaut et se heurtent à une résistance inattendue de la part des soldats français. La bataille de Verdun vient de commencer. Le 25 février, le fort d'Ouaumont, à 15 km de Verdun, tombe aux mains des Allemands. Joffre, chef des armées, nomme Pétain pour mettre en œuvre une stratégie défensive. L'objectif est de tenir bon. Assez vite, la route reliant Bar-le-Duc à Verdun devient la voie sacrée. Elle permet d'organiser le ravitaillement des troupes et leur renouvellement. Plusieurs milliers de camions et de soldats l'emprunteront tous les jours. Les Français arrêtent la progression allemande. Début mars, pendant les combats autour de Douaumont, le capitaine Charles de Gaulle, encore inconnu, est blessé et capturé. Il s'évadera fin octobre du camp de prisonniers d'Ingolstadt en Allemagne, où il avait été envoyé. En avril, les Français ne font plus que défendre leur position. En mai, le général Nivelle remplace le général Pétain et prend la tête des opérations pour lancer une offensive. Le 23 juin, les Allemands parviennent à faire une percée de 6 km dans les lignes du front. Pourtant, ils n'arriveront jamais à franchir les portes de la ville. Pour soulager le front de Verdun, l'armée britannique engage la bataille de la Somme le 1er juillet. C'est un carnage côté anglais. Mais petit à petit et avec beaucoup de difficultés, les troupes alliées finiront par gagner du terrain. Le 18 novembre, c'est la fin de l'offensive de la Somme. Le 21 décembre, après 300 jours d'affrontements, les positions à Verdun sont récupérées. Pendant cette bataille, les Allemands ont utilisé une artillerie très innovante, avec des lance-flammes ou des gaz toxiques. Et pour la première fois, l'aviation aura été un élément militaire stratégique essentiel.
En s'emparant du ciel, ils ont obligé les Français à organiser une riposte ciblée. Lorsque les Allemands attaquent le 21 février, leur aviation détruit tous les ballons d'observation français. La majorité des quelques avions, parce qu'il y en avait peu. Et donc, l'artillerie n'a plus d'observatoire en l'air, et le commandement à terre, puisqu'on commence à rentrer dans une guerre en 3 dimensions, devient aveugle. D'où cette phrase « Balayez-moi le ciel de tous les avions ennemis », de manière que, à nouveau, les ballons d'observation et les avions d'observation puissent me renseigner sur ce que fait l'adversaire et puissent me permettre de tirer sur lui. Alors à Verdun, bien évidemment, on retient l'action de l'infanterie. C'est elle qui a supporté tout le poids des combats pendant de longs mois, dans les tranchées, dans la boue. C'est ce que l'on garde en tête, l'imaginaire collectif. Mais Verdun, c'est aussi le début de mise en œuvre de nouvelles armes, de nouvelles tactiques. C'est en particulier le cas de l'artillerie. Verdun, c'est aussi un grand changement d'échelle avec l'aviation, mais en particulier aussi avec la logistique et le train. C'est sûrement les 2 armes qui vont changer en partie le cours de la bataille. Le deuxième mouvement d'échelle, c'est celui de l'approvisionnement en munitions et de la logistique. Si on veut tirer beaucoup pendant longtemps, il faut beaucoup de munitions. Et Verdun va être un des moments clés du changement du paradigme logistique. L'arme de l'artilleur, ce n'est pas le canon. L'arme de l'artilleur, c'est l'obus, en maniant les trajectoires, et c'est l'obus qu'il faut amener à la pièce pour pouvoir mettre en œuvre les plans de tir. Alors l'état-major français fait appel aux colonies dès le début de la guerre. 42 millions d'habitants en France, plus de 60 millions en Allemagne, et donc moins de conscrits, moins de soldats en France. Très rapidement, avec les pertes des premières semaines de guerre, l'apport de la ressource coloniale est indispensable, et dès le début de la guerre, les premiers bataillons progressivement vont rejoindre la métropole. Ces coloniaux, qui sont présents depuis la bataille de la Marne, vont arriver à Verdun pour participer à la bataille de Verdun, progressivement, à partir du printemps, dès le mois de mars. Tout l'empire colonial participe à la Première Guerre mondiale, et une partie, bien sûr, à la bataille de Verdun. Et pour comprendre comment tout cela s'organise, il faut bien se souvenir qu'on a 3 composantes dans l'armée française de l'époque. Une armée métropolitaine, dans l'Hexagone, une armée d'Afrique en Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, et auquel on ajoute le Maroc, et une armée proprement coloniale, Afrique occidentale, Afrique équatoriale, Madagascar, Indochine. Les troupes coloniales se sont adaptées aux conditions climatiques difficiles de Verdun. En fonction de leur date d'arrivée, elles connaissent comme les poilus français la boue, la pluie, le gel, la neige, ou l'été, la chaleur et la soif. Les points forts et les qualités que l'on reconnaît généralement aux troupes coloniales, rusticité, leur ardeur dans l'assaut, leur vigueur dans l'offensive, c'est vraiment dans les troupes coloniales une symbiose entre les cadres européens qui vivent avec leurs soldats et les soldats coloniaux qui leur font toute confiance.
Des combats difficiles et sanglants ont égrené les jours, les semaines et les mois. Pour autant, la guerre n'est pas encore terminée. Mais un nouveau souffle de fierté naît dans les rangs des combattants français et dans tout le pays. Il est difficile d'imaginer ce qu'il a fallu d'héroïsme et d'abnégation pour y combattre et y survivre. Aujourd'hui, Verdun est gravé dans notre mémoire collective et dans l'histoire. Cette bataille est devenue un symbole national de l'esprit de défense. Une bataille au cours de laquelle les poilus ont démontré toute l'étendue de leur vertu militaire. Quotidiennement, pendant 300 jours et 300 nuits, plus de 2000 morts, blessés ou disparus ont été comptabilisés dans les deux camps. Chaque jour, une pluie de 180 000 obus s'abattait dans les tranchées. Un champ de bataille grand comme la ville de Paris. Verdun, c'est surtout l'histoire de plus d'1 million de soldats venus combattre pour ne pas subir. Pas tellement loin de Verdun, on s'est trouvé un nouveau casse-pipe. La bataille de la Somme. On a dit qu'elle a existé juste pour faire diversion. Peut-être. En changeant le théâtre des opérations, on soulage la troupe. Mais en réalité, cette attaque était manifestement préparée. En matière d'artillerie, c'est une première. On passe 8 jours d'affilée en préparatifs. Énorme. Un canon de 75, ça peut tirer 20 obus par minute. Il faut se représenter ces canons par milliers, placés tous les 12 mètres sur un front de 50 km, projetant les obus 8 jours durant. Dans la Somme, on a expédié 20 millions d'obus. Une moyenne de 10 obus par soldat ennemi posté en face. À ce régime, vous me direz, qui peut bien survivre de l'autre côté ? « 1er juillet 1916, 7h30. Dans la Somme, 500 000 Français et Britanniques sont lancés sur un front de 40 km, dans l'offensive la plus insensée d'une guerre absurde. Avec 35 kilos sur le dos, interdiction de courir ou de se jeter au sol. Les Écossais en kilt. Ils marchent vers la mort comme à la parade, ainsi que le montrent ces images réelles, renforcées par les reconstitutions d'époque de l'infilmable. Ce jour-là, 65 000 hommes tombent. De 7h34 à 7h37, 10 000 sont fauchés. 3 000 par minute, 50 par seconde. Ce film raconte le jour le plus tragique de l'histoire de toutes les guerres. Et il révèle le mécanisme d'une obstination dans l'erreur qui dure 5 mois. Avec plus de 1 million de morts et de blessés dans les deux camps, la Somme a coûté bien plus de vies humaines que Verdun, en un temps 2 fois plus court, pour un résultat insignifiant.